Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués après cette grosse journée, parce que je ne vais pas vous épargner, on va parler cryptographie. La sécu pour tous. Alors, l'idée c'est de prendre une heure, c'est ultra confortable, d'habitude j'ai moins, pour faire un peu le tour de la cryptographie. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont touché à la crypto, qui savent un peu ce que c'est, etc. Ok, ça va, vous êtes toujours vivants, donc visiblement on arrive encore à s'en sortir avec ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, concrètement, eh ben, ça va se faire comme ça, sauf quand j'ai des soucis d'ordi. Hop là, voilà. On a concrètement, nous, aujourd'hui, développeurs, développeuses, acteurs des écosystèmes numériques, une responsabilité sérieuse en termes de protection de données et de vie privée. On en parle énormément, de plus en plus, avec plein d'enjeux législatifs ou autres. Et tout ça repose à peu près toujours sur le même principe, à savoir protéger les données et protéger la vie privée des utilisateurs. Le fait est que, aujourd'hui, c'est cette vie privée que les utilisateurs vous confient, c'est peut-être ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie numérique aujourd'hui. Je parle d'identité, je parle de données privées, je parle de ce genre d'informations. Le problème, c'est que, à l'heure actuelle, il y a une grosse limite au mot de passe, qui est à peu près le premier outil qu'on va donner à tous nos utilisateurs pour essayer de se protéger. C'est ce qu'on appelle l'ICC, à savoir l'interface chaise-clavier. En gros, vous ne pouvez pas demander à vos utilisateurs ou vos utilisatrices de se protéger eux-mêmes et de savoir bien utiliser un mot de passe. Je ne peux pas demander à ma grand-mère qui a 85 ans, qui va sur Internet pour envoyer des mails à ses enfants et ses petits-enfants, etc., d'avoir un mot de passe fort, différent par service. C'est juste, c'est pas possible. Elle ne peut pas, sans jamais le noter sur un bout de papier. Voilà. Personne de sensé au quotidien n'a envie de faire ça. Il n'y a que nous pour être assez tarés pour pouvoir le faire, quoi. Et les dernières études en termes des mots de passe et d'analyse de mots de passe montrent bien que c'est toujours les mêmes mots de passe qui reviennent. Password, passe 1, 2, 3, 4, passe 4, 3, 2, 1. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'inventivité. Donc les utilisateurs et les utilisatrices se vengent finalement des règles un peu absurdes qu'on leur impose sur nos mots de passe. Alors souvent quand je dis ça, on me dit « Ouais, moi tu sais, je m'en fous un peu, de toute façon, la donnée que j'ai, c'est pas sensible. » Erreur. Grosse erreur. Vous avez tous des données sensibles dans votre base de données. Tous et toutes. Nécessairement. Parce qu'à partir du moment où vous faites un service où il y a un minimum d'authentification, à savoir un couple login-mot de passe, bah vous avez des données critiques. Parce que votre login, ça sera très probablement l'adresse mail de l'utilisateur, ou si ce n'est pas celui-là, il sera de toute façon dans le profil de l'utilisateur, parce que vous avez besoin de le contacter. Et associé à ça, il y a le mot de passe. Le même qu'il met sur tous ses services. Partout. Y compris sa boîte mail. Et quiconque accède à la boîte mail de n'importe qui, c'est la porte ouverte à tout. C'est le Graal de n'importe quel pentester, quoi. Vous rentrez dans la boîte mail, vous avez accès au mail de reset, donc vous avez accès à la vie privée du numérique de la personne entièrement. Et après, c'est terminé. Vous effacez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc vous avez forcément des données critiques dans vos bases de données. C'est certain. Et vous ne pouvez pas y échapper, quel que soit votre service. Donc, il n'y a pas 50 solutions. On est au milieu d'une espèce de guerre de la donnée, où on a des services, des éditeurs qui cherchent à récupérer le plus de données possible pour pouvoir capter un maximum l'attention des gens sur les services en ligne, pour pouvoir monétiser cette attention. On est au milieu de data mining, on a des problèmes d'identité numérique, bref. Tout ça fait que ces données-là, il faut les protéger, on n'a pas le choix. Face à ça, il y a, moi, un pattern que j'essaie d'appliquer en permanence, c'est de dire que toute donnée sensible se doit d'être transférée et stockée d'une façon chiffrée. Basta. Une fois que ça est dit, tout est dit. Ça signifie qu'il va falloir s'appuyer sur du chiffrement. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus reculer, ça va être nécessaire. Alors, chiffrement, d'accord. Mais chiffrement, en gros, la première fois que moi j'ai mis les doigts dans du chiffrement, j'ai dû faire à peu près cette tête-là. Et ça, c'est pas anodin. Je veux dire, l'écosystème du chiffrement, c'est quelque chose de complexe. À la base, je suis développeur front, donc plutôt JavaScripteux, personne n'est parfait.
Je ne suis pas expert en cybersécurité, ou en tout cas je ne l'étais pas au moment où moi j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de chiffrement. Et le truc, c'est que c'est un écosystème qui est très fermé. C'est un univers de mathématiciens et d'experts en statistiques. Faire du chiffrement comme ça à la volée, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça demande de rentrer dans des communautés qui sont assez fermées. Et c'est pas forcément hyper facile au premier abord. Le premier truc que j'ai appris, c'est que la crypto, ça n'est pas tout ce qui est authentification, couche de sécurité, révocation des accès, des permissions, etc. Ça, c'est ce qui découle de la cryptographie. Mais ce n'est pas la première couche. Le seul but de la crypto, c'est la protection. C'est le seul et unique enjeu. Donc la cryptographie, c'est tout ce qui est hachage, chiffrement, échange des clés et signature. Ça recouvre uniquement ces 4 domaines-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez construire sur ces bases-là. L'idée, c'est que seule la clé est importante. Alors évidemment, je ne vous dis pas de choisir le premier algo de chiffrement venu sans savoir comment ça fonctionne et sans faire gaffe à sa robustesse ou à sa fiabilité, etc. Mais je dis que si vous choisissez un algo qui met en avant sa protection sur le fait qu'il est closed source, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'on ne peut pas juste dire que parce qu'un algorithme n'est pas connu, il est sûr. À un moment ou à un autre, il va fuiter. C'est une certitude. Il se retrouvera sur Internet, il se retrouvera accessible. Et si la seule protection à son mode de fonctionnement, c'est le fait qu'on ne sache pas comment il fonctionne, le jour où il fuite, c'est terminé, votre système de protection est mort. C'est pour ça que les meilleurs algos de chiffrement aujourd'hui, c'est des algos open source. Ou c'est des algos dont en tout cas la mécanique est clairement diffusée, clairement publique, clairement documentée, et sur lesquels on sait comment ça marche, on sait comment s'appuyer, ça peut être revu par d'autres personnes, etc. Ça veut dire que la seule protection de votre utilisateur, c'est la clé. C'est ce qu'il a dans la poche, enfin la poche virtuelle, qui va lui permettre à un moment de faire tourner cet algorithme. Ça aussi, c'est une notion qui est essentielle. Alors, je vous parle cryptographie et cryptanalyse. La cryptographie, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui consiste à toutes les techniques mises en jeu pour, en partant d'un contenu clair, arriver à un contenu chiffré. Donc, illisible par un humain ou par une machine. La cryptanalyse, c'est son parent, c'est partir d'un contenu chiffré et mettre en œuvre un ensemble de techniques pour revenir au contenu clair sans avoir la clé de départ, ou la clé qui permettrait de déchiffrer le contenu. Donc c'est un jeu c'est le jeu du voleur, quoi. Les cryptanalystes développent des algos, les cryptographes développent des algos, les cryptanalystes essaient de les casser. Une fois qu'ils les ont cassés, les cryptographes redéveloppent des algos qui essaient d'être cassés par d'autres cryptanalystes, etc. Souvent, c'est les mêmes d'ailleurs. Hein. C'est un coup, ils ont la casquette cryptanalyste, un coup cryptographe. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui et comment fonctionne la cryptographie en 2018 dans nos écosystèmes numériques, etc., il faut que je vous raconte un peu plus de choses. Il faut que je parte un tout petit peu plus dans le passé. Et puis, j'aime bien raconter les histoires. Donc, on va se faire un rapide tour d'horizon de l'écosystème de la cryptographie, à peu près depuis ses débuts. Le premier algorithme de crypto qu'on trouve, c'est le code César. Dans le code César, vous le connaissez tous. Si, comme moi, vous êtes vieux, vous avez forcément joué avec dans les magazines type Pif Gadget ou compagnie. En gros, ça prend 2 alphabets latins qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Vous avez un alphabet clair à l'extérieur et vous avez un alphabet chiffré qui est à l'intérieur. Vous décalez votre roue interne, vous la faites pivoter d'un nombre de pas random. Là, on est à 3 pas de décalage. Et ce nombre de pas, c'est votre clé. Et après, vous faites de la substitution. Vous substituez, donc ça veut dire que n'importe quelle lettre en A dans votre texte clair va devenir un D, n'importe quel B deviendra un E, n'importe quel C un F, etc. etc., etc. C'est assez simple à comprendre comme mode de fonctionnement. Il est appelé code César parce que, historiquement, dans les ouvrages qu'on trouve, dans les textes qu'on trouve, Jules César aurait été un des premiers à l'employer dans sa correspondance privée. C'est plutôt efficace, de fait, c'est de la substitution de caractères, ça marche assez bien. La limite, c'est le nombre de combinaisons possibles. En gros, vous en avez 25, puisqu'à 26, le A reste A, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment chiffré. Et donc, vous avez vite fait le tour. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous testez toutes les combinaisons possibles, puis vous arrivez à la fin très rapidement. Malgré tout,
il y a eu des variantes de ça, mais pendant très longtemps, c'est resté un des algos les plus utilisés et une des méthodes de chiffrement les plus utilisées. À peu près jusqu'au XVe siècle. Et au XVe siècle, on voit apparaître un nouvel algorithme qu'on appelle le chiffre de Wigner. Et alors, le chiffre de Wigner, c'est une matrice qui comprend 26 codes César. Donc vous avez 26 alphabets qui se déclinent. Alors, dans le premier cas, on patte pas. Dans le deuxième cas, on patte de 1. Ensuite, on patte de 2. Ensuite, on patte de 3, etc., etc. Et alors voilà comment ça fonctionne. J'ai un contenu clair que je veux traduire. Par exemple, attack at down. Je choisis un mot-clé. Là, j'ai choisi lemon. Parce que c'est les exemples de Wikipédia et que je suis feignant. Ensuite, je vais padder mon mot-clé pour qu'il fasse la même longueur que le contenu à chiffrer. Donc en l'occurrence, le padder, ça veut dire le répéter. Donc je vais répéter le mot-clé autant de fois que nécessaire pour avoir la même longueur que ce que je cherche à chiffrer. Et ensuite, je vais me référer à ma matrice et je vais regarder. Dans mon alphabet clair, si je cherche à chiffrer un A avec un L, un A avec un L, j'obtiens un L. OK. Je veux chiffrer un T avec un E, je prends le T avec un E, bon, j'obtiens un X. Puis je veux chiffrer un T, cette fois avec un M, j'obtiens un F, et ainsi de suite. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un algorithme de polysubstitution alphabétique. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir systématiquement un caractère qui est remplacé par le même caractère, eh ben, un caractère peut se retrouver remplacé par n'importe quelle autre variante. Ce qui rend un élément extrêmement compliqué, c'est l'analyse de fréquence. Quand vous faites de la cryptanalyse, une des mécaniques les plus robustes à l'heure actuelle pour déchiffrer du contenu, c'est l'analyse de fréquence. Et c'est un truc qui est super vieux. Ça a été théorisé au IXe siècle par un mathématicien arabe. Autant vous dire que ça remonte. Et en gros, ça dit, dans une langue donnée, vous avez des caractères qui sont très fréquents. En français, c'est le E, le B, j'ai oublié les autres, mais enfin voilà. Et vous avez des caractères qui sont très rares, le Z, le X, etc. Si vous avez un corpus de documents qui est suffisamment grand, vous pouvez assez rapidement vous référer à ça et analyser le nombre de fois où un caractère apparaît dans votre texte chiffré. Et à partir du moment où vous avez un même caractère qui revient de très nombreuses fois, vous pouvez en déduire assez facilement que ça correspond au caractère le plus courant dans la langue en question. Donc si j'ai un caractère qui revient très très souvent dans un texte chiffré en français avec un alphabet de monosubstitution, je vais très vite me douter que c'est un E. Et une fois que j'ai passé en revue les 4-5 caractères les plus fréquents, j'ai quasiment la clé sous la main. Et c'est hyper simple de tout déchiffrer. Les algorithmes de polysubstitution alphabétique, ils viennent casser ce schéma-là. Parce que je ne peux plus m'appuyer sur l'analyse de fréquence en soi. Le même caractère peut être remplacé par n'importe quel autre élément. Donc il a été cassé, le chiffre de Wigner, fatalement. Mais il a fallu quasiment 2 siècles et demi pour le casser. Et il a finalement été cassé par l'analyse de fréquence, à nouveau. Mais couplé avec d'autres techniques qu'il a fallu mettre au point exprès pour venir casser les algorithmes de polysubstitution. Mais pendant 2 siècles et demi, ça a tenu. Et ça a très bien tenu. Donc ça nous amène finalement à la première faille dans les techniques de chiffrement, c'est qu'une analyse de fréquence, ça finit par invalider tout algorithme où il y a un dénominateur commun. Toujours. Parce que ça va introduire des répétitions dans votre contenu. J'avance un peu dans le temps. Ça, c'est Enigma. Donc Enigma, c'est la machine qui permettait aux Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, de chiffrer leur communication militaire. C'est un cipher hardware, donc c'est un hardware de chiffrement, ce qui est assez classe quand même, dit comme ça. C'est un système électromécanique. Virtuellement, c'est incassable. Spoiler, ça a été cassé, sinon je ferai le talk en allemand. Donc comment ça fonctionne? Je ne vous explique pas tous les ressorts internes de la mécanique, mais l'idée c'est que vous avez des rotors. Alors, selon les versions d'Enigma, il y en a 3, 4 ou 5, ça dépend. Les plus récents, enfin les versions les plus récentes produites sur la fin de guerre en ont 5. Et donc vous placez les rotors dans un ordre précis, ça correspond à la clé, et après vous tapez votre message sur le clavier, et ça fait s'illuminer le caractère de substitution. Et donc vous recopiez tout ça, et après vous envoyez le message qui a été chiffré par la machine. De l'autre côté, l'opérateur Enigma qui reçoit le message, il place les rotors dans la même position, il retape le message dans l'autre sens, et hop, ça déchiffre le contenu. Alors comment ça a été cassé? Eh bien, ça a été cassé en 2 fois. La première étape, ça a été de récupérer les plans d'Enigma.
de savoir comment c'était foutu. Et ça, c'est le contre-espionnage qui nous les a fournis. On a fini par exfiltrer les plans d'Enigma, c'est arrivé jusque chez les alliés anglais, et c'est les Britanniques qui ont commencé à travailler sur le problème. Et puis, ils ont fait intervenir plein de monde pour pouvoir casser tout ça, et notamment des experts, des mathématiciens, des statisticiens, etc. Et ça, c'est la deuxième étape qui permet de casser Enigma, c'est Alan Turing. Turing comprend très vite que le mécanisme de fonctionnement d'Enigma fait que ça va être très compliqué à casser. Il découvre aussi que, en tête des messages qui sont envoyés, il y a un élément qui correspond à cette clé, qui devrait être normalement, systématiquement différent. Le problème, c'est que quand vous êtes sur un terrain militaire, pendant les opérations, que vous prenez des bombes sur la tête et qu'il y a des tirs de mitraillettes, réfléchir à un mot de passe différent, c'est clairement pas votre priorité. Donc les opérateurs Enigma, sur le terrain, ils avaient tendance à répéter des motifs. Et typiquement, ils avaient tendance à réutiliser des éléments très facilement mémorisables. Il y a notamment des exemples sur des noms de petites amies qui étaient utilisés en guise de clés, etc. Et donc les Anglais vont très vite découvrir ça, ils vont appeler ça des Sillies. Et Turing va essayer d'inventer un système qui va permettre de détecter automatiquement les Sillies dans les corpus qu'ils interceptionnent, parce que c'est transmis par radio. Et ils vont essayer de casser l'ensemble. Et il va construire pour ça les premiers ordinateurs électromécaniques. Donc c'est des espèces de supercalculateurs qu'on a appelés les bombes de Turing. Et les bombes, on leur passe les contenus chiffrés reçus, interceptés des communications allemandes. Les bombes réussissent à sortir les Sillies à partir de ça, en faisant de l'analyse statistique, donc en faisant de l'analyse de fréquences dessus. Et ils finissent par casser les algorithmes de chiffrement, ils finissent par obtenir les infos au fur et à mesure et à déchiffrer les messages des Allemands au fur et à mesure. Ce qui leur permet d'éviter pas mal d'opérations militaires allemandes. Le seul cas où finalement on ne réussira pas à casser la machine Enigma, c'est sur la navale allemande. Parce que la marine allemande utilise un mécanisme un peu plus robuste, des protocoles un peu plus robustes de communication, et ils ont notamment des carnets de code. Et donc ils partent en mer avec un carnet de code pour un mois. Tous les mois, il y a une page du carnet qui correspond à un jour du mois, et donc sur chaque page du carnet, il y a la clé à utiliser pour ce jour-là. Et donc ça limite la réutilisation des clés. Et on n'a clairement pas suffisamment de contenu pour faire fonctionner les bombes de Turing. La seule fois où on réussira à casser le code de la marine allemande, c'est en coulant un sous-marin SS, en plongeant à l'intérieur pour choper le carnet de code pendant que le sous-marin coule. C'est une attaque par brute force. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est la deuxième faille finalement dans le chiffrement. Aucune protection ne résiste éternellement à une attaque. L'espionnage, la brute force finissent toujours par payer à un moment ou à un autre. Donc très vite, les experts en crypto finissent par se rendre compte qu'il y a un moyen quand même. C'est d'avoir une clé unique. Une clé qui ne serait utilisée qu'une seule fois, qui ne conduirait pas à des répétitions, et qui permettrait un usage des algos de chiffrement dans le meilleur cas et la meilleure façon possible. Le problème, c'est que dans une réalité physique du monde, c'est impossible à faire. Ça veut dire que si je veux communiquer avec n'importe lequel d'entre vous, ou n'importe laquelle d'entre vous, il va falloir que je produise une clé de façon aléatoire, que je transmette cette clé, et qu'ensuite on chiffre un message, et on ne pourra jamais réutiliser cette clé après. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué jusqu'à ce qu'on arrive à l'ère du numérique. Et là, d'un seul coup, ça semble possible. Alors, je reviens au numérique, et on va parler un peu de différents éléments. Première partie, tout ce qui est hachage, salage, et cuisine, parce que j'aime bien. Le hachage, ça correspond à l'obfuscation des données. L'obfuscation des données, c'est vous partez d'une chaîne claire, vous la passez dans un algo, vous obtenez une chaîne chiffrée à la fin, et vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ça ne va que dans un seul sens. Et vous le connaissez très bien parce que vous utilisez déjà des méthodes d'obfuscation via le hachage. C'est tous les algos de somme de contrôle. MD5, SHA-256, SHA-512, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Vous les avez forcément tous vus au moins une fois. Le problème de ces algos-là, c'est qu'on trouve sur Internet ce qu'on appelle des tables, des rainbow tables, des lookup tables, des reverse lookup tables, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Ces tables correspondent à des tables de correspondance entre des contenus clairs et des contenus qui sont passés dans un algo de somme de contrôle. Typiquement, les rainbow tables, ce sont d'immenses tables qui font la correspondance entre un contenu clair et sa somme de contrôle en MD5. Donc, à partir du moment où vous avez ça, certes, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Et vous pouvez très facilement interroger ces tables, trouver la somme de contrôle correspondante, puis trouver le mot-clé initial. C'est extrêmement simple. Donc, ça invalide complètement l'utilisation des algos de somme de contrôle. Pour pouvoir avoir un hachage qui soit efficace, il faut introduire dedans ce qu'on appelle un cell. Un cell, c'est un caractère anthropique.
En gros, c'est un bout de chaîne de caractères que vous allez utiliser pour chiffrer votre mot de passe via un algorithme de hachage. Et cet élément-là, il doit être unique et aléatoire par mot de passe. En tout cas, par contenu que vous cherchez à hacher. Je parle d'un mot de passe parce que c'est le cas d'usage le plus classique. Alors, généralement, en tout cas, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des trucs comme ça, sur des forums, sur des trucs des forums de dev, quoi, Stack Overflow, des trucs comme ça. Hein. Donc, on ne fait pas. On ne fait pas le MD5 du SHA-1 du password, ou le SHA-1 du SHA-1, ou le SHA-1 du ROT13, ou avec une concaténation du SALT. Voilà. Vous oubliez ça. Ne serait-ce que parce que c'est assez simple de reverse-ingénierer ces contenus-là, surtout quand votre code est open source, ce qui est le cas de plus en plus de contenus qu'on produit, notamment des CMS, etc. La seule et unique manière de bien faire un salage, c'est celle-là. Premièrement, vous allez générer un long cell. Un long cell, c'est au moins 16 caractères. En utilisant ce qu'on appelle un CSP-RNG, donc un Cryptographically Secure Pseudo-Random Generator, Number Generator. Répétez-le 5 fois très vite, vous voyez, même moi, j'y arrive pas. C'est une fonction qui va vous permettre de retourner une chaîne de caractères qui est normalement pseudo-random. Je reviendrai sur ces histoires d'aléatoire un peu plus tard. Vous avez plein de méthodes pour le faire, quels que soient les technos que vous utilisez, ou au pire, vous tapez sur urandom ou sur le générateur aléatoire de l'OS et vous allez obtenir un CSP-RNG qui tient à peu près la route. Une fois que vous avez fait ça, vous appliquez une dérivation sur la chaîne concaténée password plus cell. Je concatène les deux, je passe ça dans un algo de dérivation. Un algo de dérivation, c'est l'algo de hachage. Alors, pas MD5, pas SHA-256, tout cela, c'est pas la peine, ils sont cassés. Il faut un algorithme qui soit à forte consommation CPU. Forte consommation CPU, ça veut dire que ça prend du temps à dériver. Alors, du temps à dériver, c'est pas énorme. C'est 300 millisecondes. Et pour un utilisateur, 300 millisecondes qui veut se loguer en plus, c'est transparent. En revanche, pour un hacker qui va chercher à rentrer par brute force, 350 millisecondes de plus à chaque essai de mot de passe, il va le sentir passer. Il y en a plein, Argon 2, Bcrypt, Scrypt. Argon 2, c'est le plus robuste à l'heure actuelle. C'est celui que je vous encourage à utiliser au mieux. Ensuite, vous stockez tous ces éléments dans votre base de données. Vous allez utiliser un format du type la méthode de hachage que vous avez utilisée, Argon 2, le nombre de rounds que vous avez utilisé pour initialiser la méthode, et après, le cell suivi du hash qui a été généré par l'algo à la fin. Pourquoi je stocke ça ? Je stocke ça parce que du coup, ça me permet de faire de la montée de version. Si demain je choisis un autre algo de chiffrement, je ne suis pas obligé de mettre tous mes utilisateurs dehors et puis de lui dire j'ai invalidé votre mot de passe, vous ne pouvez plus rentrer. Voilà. Je fais une montée de version progressive. La prochaine fois que l'utilisateur se loguera, je dirai on a changé des choses dans la gestion du mot de passe, il faut régénérer un nouveau mot de passe de votre côté, et on le rechiffrera avec la nouvelle méthode, mais l'ancienne fonctionne toujours. Le nombre de rounds, c'est pour pouvoir avoir la même initialisation, forcément. Et puis le cell, pourquoi je le stocke là ? Je le stocke là parce que j'en ai besoin à un moment. Parce que quand mon utilisateur va se représenter, il va rentrer le mot de passe, et je vais réextraire le cell, réappliquer le cell sur le mot de passe, repasser ça dans la méthode, et comparer les deux hashes en fonction de ce que j'avais dans ma base de données initialement. Ok, j'ai perdu personne ? Super. Le problème de ça, c'est que vous risquez éventuellement de subir des injections SQL, avec des gens qui vont chercher à insérer à l'intérieur de votre base de données un hash qui correspondrait à un mot de passe qu'ils ont eux-mêmes généré pour pouvoir passer le portail d'identification. Donc le seul moyen de se protéger de ça, c'est en plus de signer le payload. Donc ce payload qu'on a dans cette base de données, la grande série, mon algorithme, mon nombre de rounds, mon cell, mon hash, etc., je fais une signature, je hashmark de ce payload-là, avec une clé qui est gardée sécurisée dans un boîtier HSM ou dans une partie du file system auquel l'application n'a pas accès. Et ce payload, c'est un deuxième enregistrement dans ma base de données. Et avant même de déchiffrer le mot de passe, ou en tout cas de comparer les sommes de contrôle de mes mots de passe, je vérifie d'abord la signature du payload. Si la signature n'est pas bonne, c'est que c'est un élément qui a tenté d'être injecté par une injection SQL. Et ça veut dire que là, je ne vais pas au-delà. Parce que le seul moyen pour pouvoir obtenir une signature de payload valide, c'est d'avoir accès à la clé, et votre clé, normalement, elle est protégée. C'est bon ? Si vous voulez plus d'infos, super article sur Salted Password Doing It Right, qui est une excellente ressource qui explique ça très bien. Donc, l'idée c'est qu'un mot de passe correctement haché, sans répétition, et qui s'exécute dans un environnement de temps contrôlé, donc un algo à forte consommation CPU, ça limite la surface d'attaque par force brute.
L'idée, c'est toujours pareil. C'est comme les portes coupe-feu dans les incendies. C'est pas là pour arrêter le feu, c'est là pour le ralentir. Ça veut dire que si vous utilisez ça, au moment où il y aura un intrus qui cherchera à passer, ça vous laissera suffisamment de temps pour réagir et bloquer les tentatives d'intrusion. Ok, ça c'est côté hachage. Mais alors, le hachage, je vais que dans un sens et je ne peux pas revenir dans l'autre sens. Alors comment je fais du chiffrement qui me permet de faire du déchiffrement? Eh bien, vous avez deux grandes familles. Le chiffrement dit symétrique et le chiffrement dit asymétrique. Intéressons-nous au chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, il existe en deux façons. Le chiffrement par bloc et le chiffrement par flux. J'ai l'impression de commander une bière belge quand je fais ça à chaque fois, vous n'avez pas l'impression? Donc, chiffrement par bloc, commençons par ça. Au départ, j'aurais jamais pensé placer cette blague un jour dans un contexte aussi idéal que celui-là. Chiffrement par bloc, celui que vous retrouverez souvent, dont vous entendrez souvent parler, c'est le Data Encryption Standard. C'est le premier vrai chiffrement par bloc qui est arrivé en termes de chiffrement symétrique. Il est déprécié, ne l'utilisez pas, ne l'utilisez plus. Le seul qui aujourd'hui, en tout cas son successeur, qui aujourd'hui vise à remplir les bonnes fonctions de chiffrement symétrique, c'est l'AES, Advanced Encryption Standard, qui tend tout doucement à être déprécié aussi. Il vaut mieux s'appuyer sur deux nouveaux algos, type ID, Blowfish, qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais à l'échelle de la crypto quand même. Donc l'idée d'un chiffrement par bloc, comment ça se passe? J'ai un grand contenu, je vais le découper en petits blocs, typiquement des petits blocs de 4 kilooctets, un truc comme ça, et après je vais faire de la substitution. Comme je faisais de la substitution en partant de mon chiffre de Wigner et en substituant caractère par caractère. Je fais bloc à bloc. Et un chiffrement par bloc, il ne fait pas 50 000 trucs. Il prend un bloc, il fait une substitution et il sort le résultat. Point barre. Après, c'est les algos, la façon dont on les fait tourner, qui fait qu'on va pouvoir appliquer un chiffrement derrière, sur un contenu plus long que juste un bloc. C'est rare quand on a juste un bloc à chiffrer. J'y reviens après. En face du chiffrement par bloc, vous avez ce qu'on appelle le chiffrement par flux. Alors, le chiffrement par flux, c'est un truc qui a l'air absolument dingue. C'est que, plutôt que de chiffrer un contenu avec une longueur fixe, je chiffre un contenu sur un flux continu. Donc je ne connais pas forcément à l'avance la taille du contenu que j'ai à chiffrer. Mais je vais le chiffrer quand même. Et alors là où c'est absolument génial, c'est que, normalement, théoriquement, c'est quasi impossible à casser. En gros, la seule façon qu'on aurait de le casser, ça serait via des ordinateurs quantiques et via des algos quantiques, qu'on n'a pas. Parce qu'on cherche à savoir ce que signifie quantique déjà. Donc on n'est pas encore là. Le problème du chiffrement par flux, c'est qu'il va nécessiter une clé, toujours pareil, et cette clé, il va falloir la padder, exactement comme on a fait précédemment sur les contenus par bloc. Sauf que si on veut vraiment qu'il n'y ait pas de souci, il faut qu'il n'y ait pas de répétition. Donc il faudrait générer une clé qui soit systématiquement aléatoire au fur et à mesure que le contenu arrive. Problème, si je commence à avoir un flux qui commence à rentrer comme un flux réseau, puis qu'à un moment j'arrive à 100 gigas, 150 gigas, 200 gigas de données, si je fais une clé qui grandit au fur et à mesure, je commence à engorger ma RAM, puis au bout d'un moment j'arrive à un buffer overflow, et puis j'explose ma RAM. Donc il n'y a pas 50 solutions, il faut répéter la clé. Potentiellement, répétition, c'est mal, très très mal. Donc à la fin, ça finit par conduire à des motifs qui permettent de faire de l'analyse de fréquence, et donc on finit par casser des algos. C'est exactement ce qui s'est passé avec RC4, qui est le premier algo de chiffrement par flux qu'on avait, qui était l'algo qui permettait de protéger les clés WPA dans les protocoles de protection des réseaux Wi-Fi. Et WPA a été cassé. Et WPA a été cassé parce que RC4, qui est l'algo de chiffrement par flux qui était utilisé, a été cassé, à cause de la façon dont on l'utilisait, à savoir en faisant une initialisation où on répétait les clés. Donc finalement, WPA est repassé sur AES, donc il est repassé sur du chiffrement par bloc. Il y a deux algos de chiffrement par flux dont on entend beaucoup parler, qui sont ChaCha20 et Panama. Pour le moment, on ne sait pas, ils n'ont pas été suffisamment analysés, vérifiés et mis à l'épreuve pour vraiment vérifier que c'est du contenu solide. Donc le chiffrement par flux, c'est cool, ça reste encore extrêmement compliqué dans une mise en place pratique en production. La preuve, WPA s'est cassé les dents dessus. Alors, l'autre problème qu'on a, c'est que nos ordinateurs ne sont pas réellement aléatoires. Ils ont tendance à reproduire des patterns, du fait de leur design, du fait de la structure des microprocesseurs, etc., et des puces de RAM également. Ils ont tendance à reproduire des motifs. Donc, on ne peut pas faire décemment confiance à nos ordinateurs pour produire du contenu réellement aléatoire, notamment dans nos clés. Le seul moyen de l'avoir, c'est d'avoir des capteurs qui analysent
la température, l'hygrométrie courante, et qui, à partir de là, dérive des vraies données aléatoires, ce qui coûte une blinde et que n'importe qui n'a pas sur son ordi, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut créer ce côté aléatoire des algorithmes. Et donc pour ça, on utilise plusieurs éléments qui sont le padding, la randomness et les vecteurs d'initialisation. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est d'introduire un élément imprévisible, non déterministe. Donc on va essayer de créer un élément aléatoire, un cell qu'on va injecter à l'intérieur de nos algos. On va toujours utiliser nos fonctions de CSP-RNG, qui sont déjà des fonctions qui cherchent à simuler une fonction d'aléatoire. Par pitié, on n'utilise pas directement le générateur aléatoire de l'OS si on a une librairie plus haut niveau au-dessus, parce que juste les librairies plus haut niveau, elles sont câblées pour faire du CSP-RNG, ce qui n'est pas le cas des modules de l'OS généralement. Et ensuite, on se sert de ça comme d'un vecteur d'initialisation, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel algo de chiffrement par bloc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire le premier bloc de votre chaîne, faire la substitution, et ensuite il va utiliser cet élément de substitution comme un élément de dérivation pour le bloc suivant, et ainsi de suite. Donc ça fait une cascade. Le fait de fonctionner en cascade comme ça garantit qu'à un moment, un bloc donné, si j'ai 2 fois le même bloc, je n'aurai pas la même substitution qui sera faite. C'est de la substitution polyalphabétique, ou c'est un équivalent de substitution polyalphabétique. Le problème, c'est que si je chiffre mon contenu avec un élément, un algo de chiffrement par bloc, sans l'initialiser au départ, donc en passant directement le contenu, j'ai de gros risques de voir des motifs de répétition. Le fait d'initialiser avec un vecteur d'initialisation mon algo de chiffrement par bloc, c'est que je vais lui faire d'abord chiffrer une chaîne aléatoire, ça va initialiser l'algorithme, c'est-à-dire que ça va initialiser les premiers blocs de la cascade, et après, mon contenu va être chiffré. Donc, pour deux fois le même contenu que je passerai dans le même algo de chiffrement par bloc, avec 2 vecteurs d'initialisation différents, j'aurai 2 contenus qui seront littéralement différents. Et là, il y a une grosse difficulté pour faire tout ce qui est analyse de fréquence, etc. Et puis ensuite, il y a le mode de bloc. Le mode de bloc, c'est justement la façon dont votre algo va utiliser le bloc précédent pour dériver le bloc suivant, et faire en sorte que cette cascade soit la plus imprévisible possible. Il y a plusieurs types de modes de bloc. Le CB, le CBC, c'est les premiers connus, pareil, ils sont dépréciés. Les seuls maintenant qui vaillent le coup, c'est tous les modes de bloc qui sont dits ahead, donc Authenticated Encryption with Associated Data. En gros, c'est des algos qui vont générer des signatures des différents blocs et vont utiliser ces signatures au moment où ils feront les dérivations. Donc ça renforce en plus la qualité de votre chiffrement parce qu'on s'assure que les contenus chiffrés sont des contenus qui sont correctement vérifiés et qui garantissent l'intégrité de la chaîne de chiffrement derrière. Il y a pareil d'excellentes ressources là-dessus sur le grand Internet. Alors, ça c'est tout ce qui est chiffrement par clé symétrique. Et donc une clé symétrique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai un algo de chiffrement, j'ai une clé, j'utilise cette clé pour chiffrer du contenu, et puis pour déchiffrer le contenu, ça va être la même chose. Je vais prendre mon contenu chiffré, je vais le passer dans le même algo avec la même clé, et ça va me donner le contenu clair. C'est extrêmement pratique. Le problème, c'est que si je veux l'utiliser pour communiquer avec quelqu'un, il faut que j'envoie cette clé aussi. Et tout transfert de clé implique qu'à un moment ou à un autre, elle va pouvoir être capturée. Donc il y a un vrai souci. Il y a une vraie sensibilité sur cette clé. Pour contourner ce problème-là, on a imaginé un chiffrement dit asymétrique. Donc là, on n'a plus une paire de clés, mais 2 paires de clés. Une paire de clés publiques, et une clé publique et une clé privée. Les deux fonctionnent par paire. La clé publique est publique, la clé privée est privée. J'en ai un qui suit. Je sais qu'il est tard. Hein. Donc l'idée c'est que la clé privée elle est dans votre poche, vous ne la sortez jamais, vous ne la montrez à personne, c'est à vous et juste à vous. La clé publique, elle est librement disponible. Diffusée sur Internet, dans des annuaires, il y en a plein, et n'importe qui peut l'utiliser. Quelqu'un qui cherche à vous envoyer un message prendra son contenu clair de son message, et il utilisera votre clé publique. Il va utiliser cette clé dans un algo de chiffrement, ça va chiffrer le contenu, il va vous envoyer ce contenu chiffré, et quand ça va vous arriver, vous allez utiliser votre clé privée, qui est donc associée à la clé publique qui aurait été utilisée au départ, pour déchiffrer le contenu. Et la seule clé capable de déchiffrer ce contenu, c'est cette clé privée. Et comme vous êtes le seul ou la seule à la posséder, normalement vous êtes tranquille. Alors sur le papier, ça semble génial. Dans l'absolu, à mettre en place, c'est assez compliqué.
Il y a deux grands types d'algos qui permettent de générer des couples de clés publics-privés. C'est RSA, qui est le plus ancien, ou les courbes elliptiques. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre RSA et les courbes elliptiques? Eh ben, dans les deux cas, ça cherche à résoudre des problèmes mathématiques forts. Dans le premier cas, c'est une factorisation de nombres premiers pour RSA, et dans le cas des courbes elliptiques, c'est un calcul sur des facteurs de courbes elliptiques. L'idée, c'est que les deux sont des problèmes mathématiques complexes, et donc, si on veut casser ces problèmes mathématiques algorithmiquement, on ne sait pas le faire. Donc ça garantit l'intégrité de nos clés sur des chaînes de clés assez longues, donc sur des grands nombres premiers ou sur des courbes elliptiques complexes. Voilà. Le truc, c'est que le problème qu'on cherche à casser dans les courbes elliptiques est beaucoup plus compliqué que celui de la factorisation des nombres premiers. Donc en fait, pour une protection équivalente, les tailles de clés nécessaires sur des courbes elliptiques sont beaucoup plus petites que sur des clés RSA. Donc ça veut dire qu'à taille de clé équivalente, une protection par des clés de courbes elliptiques est beaucoup plus efficace qu'une paire de clés RSA. Donc si vous avez le choix, utilisez des courbes elliptiques. Sinon, utiliser RSA, c'est très bien. Dans tous les cas, de toute façon, les deux sont sensibles à l'algorithme de Shor. L'algorithme de Shor, c'est un algorithme qui permet, dans un calcul quantique, de faire de la factorisation. Et à partir de ce moment-là, le jour où on saura le faire tourner, on casse RSA, on casse les courbes elliptiques, on casse absolument tout, et on est obligé de recommencer du zéro le chiffrement numérique. Je vous rassure, pour le moment, le plus grand chiffre qu'on a réussi à calculer en termes de factorisation de nombres premiers via un ordinateur quantique, c'est 21. On a de la marge, hein, mais comme ça ne suit pas une courbe exponentielle, peut-être qu'après-demain, ça sera possible. Bref, c'est très efficace pour protéger vos documents aujourd'hui, ce n'est pas une protection à long terme. Il va falloir penser vos protections de documents à long terme, il faudra penser qu'à un moment ou à un autre, il faudra changer vos algorithmes de chiffrement. Mais en attendant, du chiffrement asymétrique via RSA ou via les courbes elliptiques, c'est très efficace aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus robuste. Ça m'amène à parler, maintenant qu'on a vu tout ce qui est hachage, clés symétriques, asymétriques, etc., ça m'amène à vous parler d'échange de clés, de certificats et de signatures. Ce qui est finalement la dernière partie liée à tout ce qui est cryptographie. Donc, clés symétriques, on a dit une seule clé pour tout ce qui est opération, chiffrement, déchiffrement, c'est très rapide, mais c'est très critique sur la clé, puisqu'il faut que j'envoie cette clé. Au moment où on a théorisé le principe des clés asymétriques, deux chercheurs, Diffie et Hellman, se sont intéressés à ce problème. Et ils n'arrivaient pas à trouver un algo de chiffrement qui utilise des clés asymétriques, donc une paire de clés, qui soit réellement fonctionnel. En revanche, ils ont trouvé un truc qui est à mi-chemin et qui a quand même des propriétés intéressantes. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de Diffie-Hellman. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que petit a et petit b, ou grand A et grand b, vont vouloir s'envoyer un message. Pour ça, ils vont le chiffrer via une clé symétrique. Mais il faut qu'ils puissent générer chacun de leur côté la même clé symétrique sans jamais se l'échanger. OK? Alors, comment ça marche? Ils vont déjà publiquement convenir d'un secret partagé. J'aime bien la notion de secret partagé public. Voilà. Donc, ils ont un même élément qu'ils ont publiquement partagé, qui se sont échangés via un canal public. Voilà. Et puis, chacun de leur côté, ils ont l'équivalent d'une clé privée. Dans le cas de A, c'est la petite couleur orange. Dans le cas de B, c'est la petite couleur bleue. Ils vont mélanger ça avec le secret commun qu'ils ont mis, sur lequel ils se sont mis d'accord. Ils vont chacun obtenir un mix, un mélange, qu'ils vont envoyer à la partie opposée. Et quand ils vont recevoir le mix de la partie opposée, ils vont marier ça avec leur propre clé privée, à nouveau, et de chaque côté, boum, ils arrivent à générer le même contenu. Le faites pas avec de la peinture, ça ne marche pas. Et ce même contenu, ils vont pouvoir l'utiliser, et ça va être leur clé symétrique. Donc là, ils ont réussi à obtenir chacun de leur côté le même élément, la même clé symétrique, sans jamais se l'être passé. Alors sur le principe, c'est génial. Dans l'absolu, Diffie et Hellman sont très conscients dès le départ qu'il y a des gros problèmes. On échange des payloads qui sont liés aux clés privées, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça introduit des répétitions, on va pouvoir casser des trucs. C'est pas méga efficace. C'est pas méga efficace sur le long terme, mais sur des échanges courts, c'est hyper robuste. Et typiquement, si on n'échange pas trop de flots de données chiffrés sur le même contenu, c'est largement suffisant. Et typiquement, c'est exactement ce qui était mis en place dans SSL et ce qui est repris après dans TLS pour faire de l'échange de clés entre le client et le serveur au moment où on veut faire une requête. Le client et le serveur se connectent via la couche SSL, enfin TLS maintenant puisque SSL est déprécié,
Donc quand vous faites une connexion HTTPS, c'est ça. Le premier échange, c'est le client qui dit au serveur « Hey, je veux un échange sécurisé ». Ils se mettent d'accord sur un secret partagé, ils ont chacun des clés privées, ça génère une clé symétrique publique, ils chiffrent l'échange requête-réponse avec cette clé symétrique, et puis à la prochaine requête-réponse, il y aura une nouvelle clé symétrique générée, et ainsi de suite. Et finalement, c'est suffisamment robuste. Enough, quoi. Alors, ça c'est quand on est un peu entre les deux. Finalement, on a réussi à trouver des algos de clés asymétriques, RSA en premier. Le seul problème, c'est que les algos asymétriques, c'est très long à exécuter, et c'est très gourmand en ressources. Donc chiffrer un message complet, ça prend des plombs, mais c'est pas très intéressant en termes de rentabilité et en termes de calcul et d'optimisation du calcul. Donc on va plutôt faire ce qu'on appelle de l'encapsulation de clés, du key wrapping. Comment ça marche? Je vais chiffrer un message avec un algorithme de clés symétrique, typiquement ID, qui est un excellent algo de clés symétriques, et avec une clé symétrique qui aurait été générée aléatoirement. Ça, c'est facile à générer. C'est SPRNG, et puis hop, c'est fait. Ensuite, je vais chiffrer cette clé symétrique avec la clé publique de mon destinataire. Donc un algo de clé chiffrement asymétrique. RSA, une courbe elliptique, ce qu'on veut. Ensuite, je vais concaténer les deux, la clé symétrique chiffrée avec la clé publique et le message chiffré avec la clé symétrique dans un seul payload que j'envoie en face. Et la personne en face, elle va finalement déchiffrer la clé symétrique avec sa clé privée, et puis ensuite, avec la clé symétrique qu'elle aura, elle déchiffrera le message. Et là, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous chiffrez un gros contenu avec une clé symétrique, ce qui est très rapide, et puis vous chiffrez la clé symétrique qui est très petite, avec une clé asymétrique, ce qui est très long, mais comme le contenu est très petit, c'est pas grave. Et vous envoyez l'ensemble. Extrêmement efficace. C'est le concept derrière PGP. Et ça a super bien marché, puisque PGP, c'était la crypto pour tous, et aujourd'hui, tout le monde utilise PGP. Non? C'est pas si compliqué que ça, et franchement, ça vous protège vraiment bien. Ça a l'air compliqué à mettre en place, ça ne l'est pas tant que ça. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur PGP. Mais voilà, ce que fait PGP, c'est exactement ça. Quand vous envoyez un message chiffré avec PGP ou GPG, qui est son implémentation libre, c'est un chiffrement via ID, par défaut, mais on peut le remplacer par autre chose. Et puis derrière, chiffrement des clés symétriques avec les clés symétriques. Hop, hop, hop. Ça m'amène à parler de signature. La signature, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffrement asymétrique, mais inversé. C'est-à-dire que, au lieu de chiffrer le message avec la clé publique, je vais le chiffrer avec la clé privée. Et ça sera déchiffrable, je mets des gros guillemets, avec la clé publique. Ce qui est très con, parce que la clé publique, elle est publique, donc n'importe qui peut déchiffrer le message. Donc en soi, ça n'a pas de sens. Sauf si c'est pour faire de la vérification d'identité. Parce que comme vous êtes le ou la seule à posséder la clé privée, si vous chiffrez votre contenu avec cette clé privée, n'importe qui utilisera la clé publique associée pour déchiffrer le contenu s'assurera que la clé qu'on aura utilisée pour le chiffrer était bien la clé privée associée. Et comme vous êtes le ou la seule à l'avoir, ça certifie que c'est bien vous. Donc c'est ce qu'on appelle la signature. Ça ne protège pas le document en soi, juste c'est de la vérification d'identité. Et puis au-dessus de ça, on a un système qui permet de faire de l'authentification, ou en tout cas une chaîne d'authentification. Pourquoi? Parce que, ok, vous recevez un message, vous le déchiffrez avec la clé publique. Super. Qu'est-ce qui vous garantit que la clé publique, elle n'a pas été corrompue, et qu'à un moment, il n'y a pas eu une usurpation d'identité et une usurpation de la clé privée? Le seul moyen de faire ça, c'est de signer la clé publique qui aurait été utilisée pour déchiffrer le message qui aurait été chiffré avec une clé privée. J'ai perdu personne? Ça commence à devenir du bullshit bingo, là, c'est compliqué. Hein. Donc l'idée, c'est que la clé publique que j'utilise, il faut qu'elle-même, elle ait été signée par quelque chose. Alors si vous êtes des individus, c'est hyper simple. On fait ce qu'on appelle des key signing parties. Donc on se rassemble les uns les autres, on se montre nos cartes d'identité, on se montre les sommes de contrôle de nos clés publiques, et puis du coup, on se signe chacun les uns les autres nos clés publiques avec nos clés privées respectives. Et ça fait une espèce de mèche de confiance. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand vous téléchargez une clé publique sur un annuaire, elle est bien notée comme ayant été signée par N clés privées, et donc ça vous permet de monter une chaîne de confiance. Parce que petit à petit, comme on est normalement à 7 contacts les uns des autres dans le monde entier, c'est facile de remonter une chaîne de 7 personnes, et puis à un moment de retomber sur quelqu'un que vous connaissez, et puis au moins vous connaissez bien cette personne, donc c'est bon, et ainsi de suite. Donc ça fait un réseau qui est décentralisé de confiance, et c'est hyper efficace. Le problème, c'est que vous pouvez faire ça avec des individus, mais faire ça avec des sociétés, c'est compliqué. Vous n'allez pas aller voir chaque société en disant « Vous me signez ma clé publique, s'il vous plaît ?» À un moment, vous n'avez pas accès à ça. Donc on a construit un système de certificats. Un certificat, qu'est-ce que c'est? Ça agit comme une clé publique, si on veut.
C'est un certificat d'identité numérique, comme une carte d'identité numérique, qui est signé par un système de clés asymétrique de la même manière. Et puis, on a une chaîne de confiance. C'est-à-dire que le certificat, il est certifié par une autorité, donc il est signé par une autorité, qui elle-même a ses propres certificats signés par une autorité plus haute, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur quelques organismes très très connus, VeriSign, Symantec, etc., qui, eux, valident que oui, ils sont une autorité racine, et donc à partir de là, ça crée un ensemble pyramidal. Donc, techniquement, ça a l'air super robuste. En vérité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Symantec a racheté en 2016 une société qui fait du Deep Packet Inspection, donc de l'analyse profonde dans les flux de données, des paquets qui passent en TCP, ce qui est utilisé par des régimes totalitaires pour contrôler les communications. Et donc on a commencé à dire, mais oui, mais ça veut dire que les certificats de cette société, ils se retrouvent dans le portefeuille de Symantec. Symantec a dit, oui, non, mais c'est séparé, c'est pas nous. Et puis un mois plus tard, il y a eu une grosse vague de révocation de plein de certificats en provenance de Symantec. Donc, il risque d'y avoir des injections. Si vous compromettez la chaîne au départ, c'est une structure pyramidale, ça compromet toute la structure. Aujourd'hui, malgré tout, on n'a quand même pas beaucoup mieux pour le gérer. Mais on a des alternatives plutôt saines qui existent, et notamment Let's Encrypt. Let's Encrypt, c'est un organisme notamment soutenu par Microsoft et Mozilla en termes de fonds. Il y a une fondation derrière, et ça permet à tout un chacun de générer du certificat dans une chaîne de confiance qui est a priori saine. Le problème, c'est que ça recentralise à nouveau une autorité de confiance. Ça devient un peu compliqué aussi. Mais c'est déjà une alternative un peu plus intéressante. Le standard là-dessus, c'est le X509. Je vous laisserai vous documenter dessus si vous voulez, j'irai pas plus loin. L'idée, c'est que vous pouvez facilement révoquer des identités, c'est-à-dire que c'est facile de dire à un moment quand une autorité est corrompue, le certificat n'est plus valide. Si le certificat n'est plus valide, ça casse toute la chaîne et tout ce qui vient en dessous n'est plus valide non plus. Donc vous invalidez tous les contenus. Donc, on parlait de protection, qui était l'enjeu finalement de la crypto. Qu'est-ce qu'on cherche à protéger? On cherche à protéger le réseau, c'est tout ce qui est TLS, avec la chaîne de confiance des certificats, etc. On cherche à protéger les mots de passe, c'est tout ce qui est fonction de hachage. On cherche à protéger de la donnée, c'est tout ce qui est chiffrement asymétrique en encapsulation, avec éventuellement des dispositifs qu'on appelle des boîtiers HSM, c'est-à-dire que c'est des boîtiers comme des serveurs de données, comme du SAN, mais qui servent uniquement à servir et à stocker des clés privées dans des dispositifs ultra sécurisés. Ça coûte une blinde, mais c'est hyper efficace. Ok, alors, ça veut dire que ça, c'est les concepts. Maintenant, de quels outils on dispose pour pouvoir faire ça, aujourd'hui? Concrètement, si vous êtes sur un langage bas niveau, vous avez tout ce qui est module de votre kernel ou de votre OS, qui vous permettent d'avoir des couches d'accès cryptographique directement accessibles. Donc vous pouvez taper dans les algos cryptographiques qui sont déjà embarqués dans le kernel ou le système d'exploitation. Vous avez tout ce qui est bibliothèque comme OpenSSL et compagnie, et vous avez même du matériel direct, c'est-à-dire que vous avez des coprocesseurs qui permettent de faire directement du calcul cryptographique embarqué niveau hardware. Intel a un standard qui s'appelle l'AES-NI, qui permet de directement faire de la cryptographie au sein du matériel. C'est pas simple, hein. Pour moi qui suis dev front à la base, ça je touche pas, moi, hein. C'est pas génial. Mais après, vous avez des langages plus haut niveau. Et en langage plus haut niveau, vous avez plein de trucs. En Python, il y a plein de trucs. En Ruby, il y a un truc. En Node.js, il y a le module crypto built-in. En PHP, En Java, il y a Java. Il y a le JCE Framework. Enfin voilà, il y a plein de trucs. En .NET, il y en a plein aussi. Donc voilà, il y a suffisamment de librairies robustes développées par des cryptographes ou en relation avec des cryptographes pour s'assurer que c'est bien fait. Donc utilisez les libres de crypto. Ne le faites pas vous-même, ça ne sert à rien. Et après, dans le navigateur, parce que c'est toujours pareil, faire de la crypto côté serveur ou côté OS, on sait faire, on fait bien. Mais encore une fois, moi je suis dev front. Alors dans un browser, comment je fais? Alors il y a un truc qui s'appelle la Web Crypto API. Ça a été posté par le Web Crypto Working Group, qui portait bien son nom. Je dis qu'il portait parce que le groupe a été dissous. Et en l'occurrence, la chairman, ou plutôt la chairwoman, pardon, de ce groupe, c'était une copine, et elle m'a dit, on bosse sur un algo de crypto dans le navigateur, est-ce que tu veux relire la spec? J'ai dit, ouais, j'ai relu la spec, j'étais comme ça. Des specs du W3C, j'en ai lu plein, hein. Mais alors celle-là, c'est la plus imbitable que je connaisse, quoi. Impossible de comprendre quoi que ce soit. C'est
un document de chercheur fait par des chercheurs pour des chercheurs. Et ça montre à quel point cet univers-là est hyper fermé et à quel point c'est compliqué. Et elle-même en avait conscience, puisqu'à la fin, elle a fini par dissoudre le groupe en disant « Bon, c'est bon, on a ce draft-là, ça passe, et whatever, on va faire autre chose. » Et de fait, il travaille à un autre groupe, qui est une Security Task Force. Bref, toujours est-il qu'on a l'API de crypto dans le navigateur. Donc elle a été exposée dans le namespace crypto qui est disponible à la racine, donc dans le global crypto, dans le window crypto quand on est dans le navigateur, qui lui-même expose un sous-namespace qui s'appelle subtle, probablement parce qu'il est très subtil à utiliser. Non, en vrai, c'est parce que IE avait fait des expérimentations, ils avaient déjà réservé le namespace crypto il y a longtemps, et comme on est les seuls devs à faire du dev rétrocompatible sur 25 ans, il fallait bien trouver autre chose. Donc voilà, donc tout est dans subtle. Bref, ça déclare des méthodes, encrypt, decrypt, sign, verify, etc. Le problème, c'est que ça n'utilise que des promises. Alors bon, maintenant ça va, on sait à peu près tous le gérer, mais quand c'est sorti il y a 3 ans, que des promises, on a fait « Ah ouais, non, rude quand même ». Et là où c'est vraiment, vraiment rude, c'est que ça n'utilise que du binaire. Donc c'est que de la conversion en permanence vers des array buffers. Pour aller vers des array buffers, pour revenir des array buffers, on passe son temps à faire de la conversion du binaire au type string ou du type string au binaire. C'est un enfer, c'est une merde impossible à utiliser, c'est catastrophique. Ça fonctionne, c'est vrai, on peut faire des choses avec, c'est vrai, mais ça reste compliqué. Quoi qu'il en soit, ça supporte quand même beaucoup d'algorithmes, parce que tout ça, c'est des algos qui sont embarqués directement dans le navigateur, donc on peut déjà faire pas mal de choses, et c'est top, mais il n'y a que les éditeurs des navigateurs qui choisissent quels algos ils implémentent. Il n'y a pas d'obligation de base. Un peu comme avec ConplayType. Vous vous souvenez de ConplayType? L'élément vidéo en HTML, il a une méthode qui s'appelle ConplayType, sur laquelle vous pouvez lui dire « vidéo ConplayType » et le type que vous cherchez à lui faire lire. Donc ConplayType MP4. Et là, la méthode retourne un booléen, donc false, non, je ne peux pas lire, ou true, je peux lire. Ou alors elle retourne une chaîne de caractères qui peut aussi être maybe ou probably. Voilà. Et donc, en gros, le navigateur, il dit moi, je ne peux pas lire, mais peut-être en dessous, l'OS a un truc, et au pire, éventuellement, je crois qu'il y a une puce. Putain, on va loin, quoi. Et donc, en crypto, c'est pareil. Vous n'avez absolument aucune certitude que l'algo de crypto que vous voulez utiliser va être supporté par le navigateur. Donc, il faut les tester. Il faut vérifier que l'algo de crypto est là, et s'il n'est pas là, basculer sur un autre, etc. Et comme on le sait bien, les navigateurs sont des environnements très homogènes, donc c'est hyper simple de développer du code portable, etc. Bref, voilà. Quand j'ai fait ce talk pour la première fois il y a 3 ans, j'ai dit que ça serait bien d'avoir un jQuery de la crypto, un truc qui permet d'avoir une abstraction un peu plus haute. Et de fait, c'est ce à quoi travaille le W3C, et comme le W3C est toujours un peu long, il y a plein de bibliothèques navigateurs qui sont arrivées entre-temps, JSNACL, JSEncrypt, etc., qui sont de très bonnes implémentations. Il y a un très bon GIST qui recense la totalité des libs navigateurs compatibles. Pour certaines, elles utilisent la Web Crypto API en dessous. C'est notamment le cas de OpenPGPJS, qui est maintenu par ProtonMail, etc. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses. On peut vraiment faire de la crypto dans le navigateur. Ça reste encore un truc un peu hardcore, mais c'est possible. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Outre le fait que le café va refroidir, on va commencer par ne pas chercher à faire de la crypto par soi-même. Ne jouez pas les apprentis sorciers. C'est un vrai boulot de mathématicien, c'est un vrai boulot d'expert en cryptographie. Vous vous casserez les dents si vous cherchez à le faire vous-même. Ne réinventez pas la roue, utilisez les libs qui existent, appuyez-vous sur les éléments open source, les modules open source qui existent déjà, demandez de la documentation quand c'est nécessaire, mais ne cherchez pas à le faire vous-même, clairement vous allez vous planter. Et je peux vous le garantir, on l'a tous fait. Ensuite, n'oubliez jamais que la sécurité est inversement liée à la simplicité d'usage. Plus c'est sécurisé, plus c'est chiant à utiliser. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est de toute façon comme ça. Donc à un moment, il faut ajuster le curseur par rapport aux besoins du UX de vos utilisateurs et de vos utilisatrices. Qu'est-ce qu'on accepte de leur donner ou pas? Et rappelez-vous aussi que toute sécurité a un coût nécessaire. Vous ne pouvez pas faire sans ça. Un coût homme, un coût en UX, un coût en temps de développement, un coût en argent. Mais il y a forcément un coût lié à ça. Je finirai juste sur cette slide qui est un screenshot d'un post sur Reddit qui a été publié il y a 3 ans maintenant,
si je ne dis pas de bêtises. C'était au moment du leak d'Ashley Madison. Donc, je rappelle l'histoire. Ashley Madison, grosse plateforme de dating aux États-Unis, qui a racheté Mythic depuis. Enfin voilà, vraiment un énorme mastodonte de la rencontre en ligne. Et ce type dit, et Ashley Madison est victime d'un hacking important, et la base de données d'Ashley Madison, la totalité de la base d'utilisateurs d'Ashley Madison, leak. Et elle est disponible sur le darknet. Et donc on peut récupérer la base de données sans trop de difficultés. Et donc cette personne poste un message sur Reddit en disant, voilà, moi j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années, j'ai été étudiant aux États-Unis, je suis gay, je m'en servais pour rencontrer du monde parce que c'était facile et pratique. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon pays, l'Arabie Saoudite, où l'homosexualité est punie de mort. Et aujourd'hui, avec le leak d'Ashley Madison, je crains pour ma vie parce qu'on peut facilement retrouver qui je suis, mon nom, mon adresse, mes coordonnées. Et j'aimerais savoir dans quel pays d'Europe je peux rapidement me rendre pour demander un asile politique, parce que clairement, je suis en danger de mort. Je doute fort que les développeurs d'Ashley Madison, au départ, quand ils ont codé leur système, et notamment les informations qu'ils stockaient en base de données, se soient dit qu'ils pouvaient éventuellement mettre en danger la vie de quelqu'un. Mais de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez des informations critiques dans votre base de données, vous ne pouvez pas l'ignorer, et il faut protéger les informations de vos utilisateurs, parce que dans certains cas, même sans que vous vous en doutiez, ça deviendra vital. Voilà. Je suis Mads, je suis un vieux dino du web, même s'il paraît que ça ne se voit pas trop. Je suis tech évangéliste chez All West Data, on est un hébergeur infogéreur. Et on est, nous, en tant qu'hébergeurs, au point central, c'est un nœud critique. Et donc on cherche à faire énormément de mise en avant et des sécurités et des problématiques liées à de la conception orientée, protection de vie personnelle, etc. Parce qu'on n'a pas envie que ce que les gens viennent mettre sur nos serveurs soit des solutions qui mettent à un moment en danger la vie d'autrui. Si vous avez des questions, je ne suis pas loin et je resterai là pendant le drink qui suit, donc profitez-en, venez m'arrêter. Ou si on a le temps, mais comme je n'ai pas de chrono, je ne sais même pas quelle heure il est, donc je ne peux même pas vous dire si on est en retard ou pas. Il reste 4 minutes, c'est ça? Putain, comme c'est chronométré. Quoi qu'il arrive, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à vous. Voilà.